Bonsoir. Nord Kivu, la situation sur les lignes de front est restée imprévisible et un peu confuse en territoire de Masisi et Rutshuru ce lundi, bien que les affrontements ne soient plus récurrents dans les zones de combat entre le FARDC et les rebelles du M23. Ces derniers sont encore présents dans les entités stratégiques en dépit de leur retrait sur certains axes. C'est notamment l'axe Karouba, Kiro, Liré et Mushaki sur la route Sake-Masisi et Sake-Kichanga en territoire de Masisi. Les endroits où le M23 reste présent sont notamment les collines stratégiques non loin de Sake. Dans le territoire de Rutshuru, ces rebelles se sont retirés de certaines entités de la chefferie de Bwito, notamment à Kibirizi, Kabanda et Kibingu, alors qu'ils sont toujours présents à Kisiche, Tombo, Bambo jusqu'à Bwiza. Mais pour ce qui est du déploiement de la force de l'EAC, on note jusque-là que seulement les militaires burundais sont déployés à Karouba, Mushaki et Kiroliré. Selon nos sources, les Burundais seraient aussi arrivés à Kichanga depuis hier dimanche. Sur le plan socio-économique, la population regagne massivement les entités des Kibirizi, tandis que dans le Masisi, on parle d'un retour timide. La circulation reprend également progressivement sur les axes abandonnés par les rebelles. Quelle analyse faire de cette nouvelle évolution sur la situation sur les lignes de front? C'est la question de débat de ce soir. Et pour en parler, nous recevons Julien Paluku, ministre de l'Industrie et ancien gouverneur de la province du Nord Kivu pendant 12 ans. Julien Paluku, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi, à Beni, à Rutshuru, à Kimoka, à Mushake, à Bunagana et partout. Merci monsieur le ministre. Dans ce débat aussi, Augustin Moueti, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi, ainsi qu'au gouverneur et aux autres débatteurs. Augustin Moueti, vous êtes professeur des sciences politiques à l'université de Goma et université catholique de Graben de Butembo. Et enfin, Bob Kabamba, professeur à l'université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Bob Kabamba, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à mes interlocuteurs, son Excellence, Monsieur le Ministre Paluku, ainsi que mon collègue Mouessi, aussi aux auditeurs. Nous avons un entretien ce soir avec vous aussi, professeur Kabamba, grâce aux applications WhatsApp. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à dec@radiookapi.net. Nous l'avons dit en introduction, Nord Kivu, la situation sur les lignes de front est restée imprévisible et un peu confuse en territoire de Masisi et Rutshuru ce lundi, bien que les affrontements ne soient plus récurrents dans les zones de combat entre les FARDC et les rebelles du M23. Ces derniers sont encore présents dans des entités stratégiques en dépit de leur retrait sur certains axes. On parle aussi des populations qui n'hésitent pas désormais à revenir sur leur lieu de résidence dans les zones à nouveau libérées. Les détails dans cet entretien entre Guy Maté et Sifa Magourou. Bonsoir Sifa Magourou. Bonsoir Guy Maté. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la situation du terrain aujourd'hui? La situation est relativement calme depuis presque une semaine sur l'ensemble de la zone des combats entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise contre les FARDC et les forces d'autodéfense. Néanmoins, des affrontements ont été signalés à certains endroits et les deux forces s'accusent mutuellement d'avoir violé les cessez-le-feu à plusieurs reprises en dépit des appels émis par tous les mécanismes régionaux impliqués dans la crise sécuritaire au Nord Kivu. À titre d'exemple, le week-end dernier, les FARDC ont accusé les rebelles du M23 d'avoir attaqué plusieurs de leurs positions dans la région d'Empati, Bibwe et Kibachiro, dans le groupement Bachali-Mokoto. Cependant, sur l'axe Sake-Masisi, une accalmie s'observe toujours, bien que les rebelles restent retranchés dans les collines stratégiques, notamment celles de Bougnolé, Hanika, mais aussi Kihuli.
3 antennes non loin de la cité de Sake, toujours sous contrôle de l'armée. Voilà. Oui, ces rebelles du M23 appuyés par les Rwandais ont annoncé depuis début mars vouloir se retirer de toutes les zones qu'ils occupent et laisser la place au déploiement de la force régionale de l'EAC. Qu'en est-il à ce jour? Oui, par rapport au retrait annoncé par les rebelles, en tout cas, ça s'est fait à petits pas. Ce qui est vrai, sur l'axe Massissi, les rebelles se sont retirés à Karuba, Mushaki, Kirolirwe et Kichanga et Mweso, alors qu'ils se sont concentrés dans d'autres zones stratégiques. Quelques jours après, les forces burundaises de l'EAC se sont déployées sur ces axes jusqu'à Kichanga, où ils seraient arrivés hier dimanche, selon les témoignages de la population. Par ailleurs, dans les territoires de Rutshuru, chefferie de Bwito, les rebelles du M23 se sont retirés de Kibirizi, Kibingu et Kabanda, qui sont actuellement contrôlés par les FARDC et les forces d'autodéfense. Les rebelles du M23 sont toujours présents dans d'autres localités importantes de Rutshuru, notamment à Bunagana, Kiwanja, Tongo jusqu'à Bwiza, dans la chefferie de Bishusha, mais aussi depuis Mabenga, Rutshuru Centre, jusqu'à Rumangabo et Kibumba, où se trouvent déjà déployés les contingents kenyans de la force régionale de l'EAC depuis quelques mois. Et que disent les habitants de Goma par rapport à cette énième force qui arrive bientôt, notamment la force angolaise? Oui, en tout cas, les avis sont partagés dans la ville de Goma. Certains habitants pensent que toutes ces forces étrangères ne vont pas résoudre le problème sécuritaire. D'autres, en revanche, soutiennent l'arrivée de ces militaires angolais qui ne font pas partie de l'EAC, en qui la population n'a pas confiance. Rappelons, Guimate, que dans le cadre toujours de la force régionale de l'EAC, qui devrait déployer dans les zones occupées par les rebelles du M23, une fois retirées, les troupes de l'Ouganda et du Sud-Soudan sont toujours attendues jusque-là. Sifa Magourou, merci beaucoup. Merci et bonne soirée. Merci à Sifa Magourou et à Guimate. Julien Paluku, ministre de l'Industrie et ancien gouverneur de la province du Nord Kivu pendant 12 ans. Monsieur le ministre, la libération des espaces évoqués ces derniers jours par le M23 au Nord Kivu, s'agit-il selon vous du retrait de ce mouvement? Et si oui, est-ce que c'est le processus d'un retrait définitif de la RDC ou juste quelques libérations de quelques espaces seulement? Oui, merci beaucoup. Je voudrais commencer par saluer le professeur Augustin Moessi et Bob Kabamba avec qui nous allons débattre ce sujet. Je sais que ça commence à être un peu difficile, si même pas gênant pour les auditeurs de nous attendre parler depuis 15 ans sur les mêmes situations, les mêmes causes, les mêmes problèmes. Et finalement, les gens se posent des questions. Qu'est-ce qu'il va encore dire aujourd'hui? Mais pour répondre à votre question, le retrait aujourd'hui est-il le début de désengagement total? C'est oui et non. Oui, parce que quand une force ou des forces qui se battent commencent à se retirer, c'est soit pour 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est que soit une force a été battue face à une puissance d'effet supérieure, soit une force est dans une réorganisation pour devoir attaquer ultérieurement, soit une force est sous une pression diplomatique. Voilà les 3 éléments qui peuvent justifier effectivement qu'il y ait trêve. Alors, le cas qui est le nôtre au Nord Kivu, c'est qu'il y a à la fois une pression diplomatique qui est forte face à l'agression rwandaise et aux massacres qui ont eu lieu dans cet espace, notamment à Kishiche et ailleurs, ce qui fait que, en fait, la face cachée du Rwanda est en train d'être mise à nu. Hier, c'était les FDLR et la haine tribale qui étaient sur toutes les lèvres. Et maintenant, on a compris que c'est des ingrédients qu'on a vendus pour les besoins de la guerre qui est faite à la RDC depuis 1996. Et donc, je crois que aujourd'hui, que devant la face du monde, il est dévoilé que la guerre est plutôt économique. On a la recherche des minéraux, du pyrochlore, du coltan, dont le Rwanda se prévoit parmi les premiers producteurs en Afrique. Et bien comme cela est connu, je crois que la pression est très forte, qu'aujourd'hui on observe ces retraits, ces désengagements sur la ligne de front. Sinon, lorsqu'on voit l'agitation qui avait lieu avant l'arrivée de la mission du Conseil de sécurité des Nations Unies, la pression sur ça, on peut s'interroger si réellement les retraits d'aujourd'hui
fait suite à une pression diplomatique ou à un échec face à la puissance des forces armées de la RDC. Mais qu'à cela ne tienne, tout ce que la population veut voir, tout ce que la population veut sentir aujourd'hui, c'est la libération de ces espaces afin qu'elle puisse regagner dans son territoire, afin que les activités reprennent, afin que les déplacés qui sont disséminés dans les camps à Kanyaruchinya et ailleurs puissent regagner chez eux. Je crois que ça, c'est l'objectif ultime de notre population. Pour y arriver, toutes les voies sont les bienvenues pour que les populations retrouvent leur confort naturel. Monsieur le ministre, on entend très bien ce que vous dites. Il y a à la fois peut-être de l'espoir, mais il reste aimant, puisque vous-même vous avez répondu en disant oui et non. Qu'est-ce qui vous fait, dans ce cas, dire que ce serait pas un retrait, ou même si c'est un retrait, ce n'est pas un retrait qui pourrait être définitif? Non, c'est justifié par le fait que lorsque vous analysez la guerre dans la région des Grands Lacs, l'histoire nous apprend que depuis 1985 à aujourd'hui, ça fait maintenant 138 ans, le Congo ou la RDC a toujours été considéré comme la proie à tous les prédateurs. De l'État indépendant du Congo 1885 à 1908, en passant par le Congo belge 1908-1960 jusqu'aujourd'hui 1960-2023, eh bien, le Congo était le lieu où tout le monde pouvait venir s'approvisionner. C'est ce qui justifie aujourd'hui que certains États voisins commencent à devenir des grands producteurs, comme je l'ai dit, des minéraux dont ils n'ont aucun puits, aucun gisement. Et donc, si je suis un peu dubitatif, comme l'a d'ailleurs si bien indiqué le président de la République lorsqu'il était en conférence avec le président Macron, c'est parce qu'on doit s'interroger si réellement les pays qui nous agressent vont cesser de mettre ses griffes sur les richesses congolaises. Quand on sait qu'en 2022, par exemple, il a engagé des recettes d'ordre de 1,7 milliard de dollars seulement dans le secteur minier. Et donc, si la guerre se termine à l'est de la RDC, ça vous montre quelle sera la chute de l'économie rwandaise, parce qu'il y aura une perte vertigineuse de 1,7 milliard de dollars comme recette qui est engrangée par ces pays à la suite de la contrebande minière qui est faite à l'est de la RDC. Et donc, il faudrait que le pays qui est le nôtre considère que la trêve aujourd'hui ou le retrait aujourd'hui peut aussi constituer un moyen d'organisation des forces d'agression avec leurs supplétifs qui sont les M23 pour contre-attaquer demain. Et si on le prend ainsi, eh bien la RDC devra maintenant se préparer en conséquence en ne considérant pas que l'arrivée des forces kenyanes, des forces burundaises, des forces angolaises constitue la solution. Parce que moi je prends cela comme une solution cosmétique et que ce n'est pas, et que le problème est plutôt un problème de fond. On ne doit pas se leurrer avec des solutions cosmétiques, mais plutôt considérer que nous avons un travail à faire en interne pour nous préparer aujourd'hui et demain à une guerre éventuelle qui pourrait venir de nos agresseurs. Merci, Monsieur le ministre. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, ancien gouverneur de la province du Nord Kivu pendant 12 ans. Nous vous gardons dans ce débat, Monsieur le ministre. Augustin Mouessi, professeur des sciences politiques à l'Université de Goma, Université catholique Graben de Butembo. Quelle lecture vous faites des mouvements, notamment du M23 ces derniers jours? Les vocabulaires sont utilisés, retrait, observation, probablement peut-être des opinions soupçonnent aussi une réorganisation. Selon votre lecture, les informations crédibles et sérieuses que vous pouvez partager ce soir avec nos populations, ces mouvements, selon vous, c'est quoi? Est-ce que c'est un retrait sérieux tel que demandé par les différentes organisations internationales? Permettez-moi de saluer le gouverneur Julien, l'ancien gouverneur Julien du Nord Kivu, mais également le ministre donc, mais aussi de saluer de manière particulière le prof Paul Kabamba qui a été un des promoteurs de ma thèse à l'Université de Liège. Alors, par rapport à votre question, je vais commencer par dire que je cessais le feu d'abord. Il s'agit d'un accord de suspension de toute activité militaire durant un temps donné, mais aussi dans un espace donné.
Et ici, ce qu'il faut signaler, c'est qu'un cessez-le-feu ne dit pas que les hostilités sont finies. Il s'agit ici d'une trêve temporaire. Et par rapport à ce qui se passe dans la région, j'estime qu'il serait très tôt de penser que ce qu'on observe sur le terrain, notamment le fait que certains éléments du M23 quittent certaines localités, que ce serait vraiment un retrait ou définitif ou alors sérieux, comme vous l'avez dit, pour utiliser votre propre concept. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'en fait, dans votre descriptif, dans votre mot introductif de l'émission, vous avez souligné que ces rebelles seraient encore présents sur certaines collines de Saké. Et vous savez pertinemment que la colline ou la montagne joue un rôle en matière de stratégie. Ça montre que quand on est encore sur la colline, c'est que quelque part, on n'a pas encore énoncé à la guerre. On se met en position, n'est-ce pas, d'embuscade, mais aussi en position de pouvoir surveiller de loin l'adversaire. Et ensuite, il faut reconnaître que ce qui se passe ne peut pas être considéré comme un retrait vraiment sérieux, d'autant plus que lorsqu'on regarde le déploiement de la force régionale, on a l'impression que ça bouge sur une ligne, sur quelques fonds en fait. Alors que les lignes finalement qui sont où les troupes burundaises se sont déployées. Mais là aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des affrontements très récemment, ce qui pourrait être aussi lié peut-être d'une certaine manière à l'évolution des rapports de force dans cette zone-là. Mais par contre, si on regarde là où les troupes kenyanes se sont déployées, rien ne semble pas bouger de ces côtés-là. Et donc, je dirais que il y a comme un effet d'approche, hein, un effet lié aux différentes approches qui sont adoptées par, n'est-ce pas, les éléments de la force régionale, selon qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'éléments venus du Burundi et même d'autres pays. Et on doit aussi rappeler que ce n'est pas la première fois que, effectivement, les M23 a promis ou a semblé se retirer de certaines localités. Et c'est pas la première fois. Il est arrivé qu'il donne l'impression qu'il de se retirer. Mais on a vu par la suite les hostilités reprendre. Et donc, c'est ce qui me fait revenir finalement à mon hypothèse du départ qu'un retrait ou encore ne signifie pas forcément que les hostilités ont cessé. Surtout que lorsqu'on voit ce qui se passe, on a l'impression que les forces de l'EAC se déploient de manière un peu irrégulière, la vitesse n'est pas la même, et on peut se poser la question si ces forces ont réellement, ces éléments ont les moyens aussi logistiques pour pouvoir faire observer, n'est-ce pas, les feux. Et encore faut-il dire aussi que leur mandat n'a pas encore été modifié parce qu'il s'agit pour les forces de l'EAC de venir effectivement surveiller la mise en œuvre du retrait. Or, lorsqu'on sait que le M23 est encore suffisamment armé et qu'il a aussi certainement des revendications et qu'il y a une dimension pratiquement sous-régionale de ces conflits, je suis tenté de dire qu'il serait donc, à mon avis, prématuré ou alors précipité de penser que ce retrait vraiment serait sérieux, surtout que si on regarde toute l'étendue couverte par la guerre, les rapports de force semblent n'avoir pas suffisamment, n'avoir pas bougé partout. Alors, professeur Moueti, sauf si nous nous trompons, nous, de notre côté, le M23 semble avoir officiellement indiqué qu'il se retirait pour essayer de donner une chance à la paix et aux échanges. Qu'est-ce qui, selon vous, peut avoir orienté le M23 à prendre une décision? Parce qu'il y a quelques jours seulement, disons quelques semaines, le M23, malgré les appels des différents processus Luanda, Nairobi ou encore Addis Abeba, disait encore niet et ne voulait rien entendre du tout.
Oui, je n'écarte pas l'hypothèse de la pression qui est exercée depuis un certain temps sur le M23, mais aussi sur le Rwanda. Je n'écarte pas cette hypothèse, mais en même temps aussi, je ne sais pas dire avec précision ce qui se passerait dans la boîte noire. Comme vous savez, comme l'avait dit Maurice Diverger, grand politologue, même en démocratie, une partie de la politique se fait dans l'ombre. Je ne sais pas ce que les autorités de Kinshasa seraient en train d'envisager, parce que ce qui est vrai, c'est que il y a évidemment l'approche militaire, mais aussi ce qu'on sait, c'est que à travers tous les sommets, ou même, je dirais, la communauté internationale, lorsque la communauté internationale parle du processus politique, c'est sous-entendre aussi que, quelque part, il devrait y avoir peut-être un cadre de médiation où la guerre ne résoudrait pas tout, mais que quelque part, il y aurait quelque part où les acteurs devraient se parler. Et donc, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais on peut penser d'emblée que ça serait lié à la forte activité diplomatique qui a été menée par les Congos pour essayer de demander à la communauté internationale de faire pression sur le Rwanda. Mais aussi, on ne peut pas exclure l'hypothèse d'un refus stratégique ou tout simplement d'une diversion, à laquelle pourrait recourir cette stratégie, les M23, pour en fait donner l'impression qu'il est preneur des recommandations qui demandent à ce qu'il se retire, alors que derrière, il y aurait peut-être d'autres calculs qu'il serait en train de faire. Merci, professeur Augustin Moueti, professeur des sciences politiques à l'université de Goma et université catholique Graben de Butembo. Bob Kabamba, professeur à l'université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Professeur, est-ce que vos deux co-débatteurs de ce soir se montrent seulement prudents, peut-être politiquement corrects, ou bien on peut, selon vous, dire que le M23 en ce moment-ci est vraiment officiellement en train de quitter la République démocratique du Congo selon les demandes qui ont été formulées jusqu'ici? Je ne pense pas qu'il va avoir une lecture dans ce sens-là, puisque lorsque vous regardez assez facilement la carte, vous regardez simplement la carte de l'espace qui est contrôlé par le M23, vous allez vous rendre compte que l'espace devient de plus en plus important, ce qui nécessite nécessairement d'avoir une organisation différente de celle qu'ils ont actuellement. Et alors, conjonctivement par rapport à ça, lorsque l'on a toutes les dynamiques qui sont en train de se passer au niveau régional et au niveau international, je pense plutôt que pour le M23, il s'agit simplement de pouvoir arriver à d'abord se réorganiser, temporiser, bien contrôler l'espace qu'ils ont déjà conquis actuellement, et surtout aussi montrer à la communauté internationale que l'on répond aux revendications des uns et des autres. Et donc, pour ma part, une analyse assez simple, c'est que tout simplement le M23 s'organise, s'ancre dans la région qu'ils sont en train de contrôler. Et lorsque vous regardez même les zones qui sont où le M23 accepte de pouvoir libérer certaines zones, vous allez voir que ce sont des zones, entre guillemets, qui ne sont pas nécessairement des zones d'une importance capitale stratégique pour eux, comme ce serait par exemple les postes frontaliers, comme ce serait par exemple quelques axes routiers que l'on connaît facilement dans la région. Plusieurs axes sont toujours sous le contrôle donc, du M23. Et donc en regardant uniquement ça, donc on se rend bien compte effectivement que c'est tout simplement une espèce de stratégie aussi bien diplomatique que militaire pour consolider, et puis certainement que les hostilités ne vont pas s'arrêter. Aussi en lisant les différents communiqués quand même du M23 à chaque fois, ils disent toujours que non, ils acceptent de pouvoir reculer, mais s'ils sont attaqués, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, ils vont se défendre et essayer de mettre fin à la menace. Et donc, c'est simplement qu'il va arriver à un moment donné où, comme c'était le cas aujourd'hui, d'avoir déjà à nouveau des affrontements, et ces affrontements qui pourraient encore une fois déborder. Bob Kabamba, vous pensez que malgré les pressions, malgré les appels qui n'ont pas beaucoup changé sur le M23, notamment les appels au cessez-le-feu, les appels au retrait de ces positions, vous soutenez que
que le M23 n'entend surtout pas libérer ces zones-là et que, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est juste de la stratégie qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas en train d'exécuter un quelconque plan de retrait ou de libération du territoire de la RDC. Oui, tout à fait, puisque tout à fait, lorsqu'ils sont en position de force, c'est-à-dire par rapport à la RDC, dans le contexte actuel, ils n'ont aucun intérêt à pouvoir arriver à reculer, d'autant plus qu'ils continuent toujours à avoir les mêmes revendications, et ces mêmes revendications qu'ils continuent toujours à mettre en avant, et je ne pense pas que c'est sur base des appuis ou bien même de la diplomatie qu'ils vont reculer. Et en lisant encore une fois, quand vous lisez tous les communiqués, ils sont assez très clairs, ils demandent chaque fois qu'il puisse y avoir des négociations directes avec le gouvernement congolais, et c'est leur revendication principale, et que si cette revendication n'est pas atteinte, et donc le M23 va continuer à être actif militairement et aussi faire face à des pressions, mais je ne pense pas que ces pressions vont avoir véritablement un effet important sur ce mouvement. D'autant plus que ce qu'il faut toujours souligner, d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères lui-même l'avait souligné, que le Congo fait face à 2 armées étrangères en plus du M23. Donc les 2 armées étrangères, c'est le Rwanda bien entendu, mais il y a aussi l'Ouganda qui est à côté avec une position complètement ambiguë. Non seulement ils soutiennent le M23, mais aussi ils sont présents sur le terrain par rapport à des accords bilatéraux et ensuite vont devenir First African Community. Et donc on ne sait plus dans ce brouhaha et dans ce flou comment vous pensez que le M23 va commencer à reculer alors qu'il a des soutiens assez forts et qui lui permettent de pouvoir continuer à avancer sur le terrain. Merci, professeur Bob Kabamba. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, ancien gouverneur de la province du Nord Kivu pendant 12 ans. Officiellement, on sait que la RDC n'échange pas avec le M23 et n'entend pas le faire. Et apparemment aussi, vous-même, vous êtes conscient que le M23 certainement n'est pas en train d'exécuter un plan de retrait. Est-ce que le gouvernement de la RDC a une position par rapport notamment au mouvement de ces jours-ci du M23, sachant que certainement ce n'est pas une action de bonne foi? Est-ce que la RDC a une position connue qui est exécutée? Merci beaucoup. Je voudrais préciser ici à l'intention de tous les auditeurs de la radio Okapi que je ne suis ni le porte-parole du gouvernement congolais, ni le ministre de la Défense, encore moins celui de l'Intérieur, pour que je parle au nom du gouvernement. Je crois que j'ai été invité aussi dans cette émission comme l'un des experts de la région de Grand Lac, à l'instar des professeurs avec lesquels nous débattons de ce sujet. Donc, les points de vue que je vais émettre ne sont pas les points de vue du gouvernement, mais ce sont les points de vue d'un analyste de la région de Grand Lac. Allez-y, monsieur le ministre, ça nous intéresse, ça intéresse nos auditeurs. Oui, alors, maintenant, la question que l'on doit savoir aujourd'hui, c'est celle de s'interroger sur la sincérité du Rwanda. Je parle bien de la sincérité du Rwanda, pas de la sincérité du M23. Parce que tout le monde le sait que depuis Bunagana jusqu'aux encablures de Sake, le M23 ne peut disposer ni de forces humaines, ni de la capacité militaire de pouvoir opérer. Alors, la position du gouvernement reste unique selon ce que nous voyons à travers les communications du ministre des Affaires étrangères du porte-parole du gouvernement, c'est que la RDC se bat pour le respect de l'intégrité du territoire. Toutes les armées qui viennent pour nous aider ne doivent pas, en fait, aveugler la volonté de la République démocratique du Congo à construire son système de défense. Parce que si nous commençons à nous appuyer sur les Burundais, sur les Angolais, sur les Kenyans, et considérer que là, la solution à la crise de l'Est, nous risquons en fait d'être distraits et de ne pas construire ou commencer à construire d'autres systèmes de défense comme j'ai eu à l'évoquer depuis des lustres, pour dire le problème de la RDC, c'est la capacité à répondre à la menace ennemie. Eh bien, tous les États voisins ont compris qu'il y a eu des faiblesses internes depuis des années sur lesquelles ils s'appuient pour continuer à agresser la République démocratique du Congo. Et donc, pour moi, en tant qu'analyste, le problème réside là, au niveau du pays,
c'est de construire sa capacité de répondre à toutes les menaces internes et externes. Lorsque nous serons à même d'anéantir FDLR, M20, ADF et tous les petits groupes qui pilient la gauche à droite, lorsque nous serons à même de répondre efficacement à une agression qui vient de l'extérieur au point de menacer de prendre une des capitales de nos pays voisins, c'est à ce moment-là que la paix va régner dans la région des Grands Lacs. Alors tous les mécanismes qui sont aujourd'hui mis en place, notamment le Luanda, Nairobi 1, Nairobi 2, Nairobi 3, devraient servir effectivement le gouvernement à s'organiser. Sinon, si on est distrait par ce conciliabule qui est dans la région, on ne sera pas étonné qu'il y ait un M23 version 4 peut être ressuscité pour nous faire du mal. Parce que comme je l'ai dit, lorsque vous suivez tous les discours de présidents dans la région des Grands Lacs, ils considèrent la RDC comme leur marché. Et donc, comme nous sommes devenus le marché des autres, eh bien, nous devons nous préparer à conséquence. Ils vont brouiller toutes les cartes et continuer à entretenir un climat flou pour que nous ne nous organisions pas et pour que nous continuions à servir des marchés à leur production, des pillages, pour qu'ils alimentent leurs industries et alimentent leurs usines et qu'ils se présentent à la face du monde comme de bons gestionnaires, comme des champions de la bonne gouvernance. Donc l'interpellation est interne aux autorités de la République démocratique du Congo. Merci, Monsieur le ministre. Cette émission est aussi interactive avec la participation de notre public directement dans leurs propres mots et dans leur voix. Monsieur le ministre Julien Paluku, nous allons ensemble écouter ce commentaire et vous allez placer un mot juste après. Nous allons écouter cet auditeur de Guémena. Cédric Lindende, depuis Guémena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangi. En faisant lecture de la situation sécuritaire de l'Est de notre pays et en voyant aussi les différentes négociations qui ont échoué, nous demandons au président de la République, commandant suprême, de mettre tous les moyens disponibles en faveur de nos forces armées de la République, notamment financiers, matériels, humains, en fait de bouter en dehors de nos frontières nos ennemis qui ne cessent de nous endayer. Mais aussi, le chef de l'État peut solliciter le mercenaire qui joueront un rôle défensif, comme fit le cas de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui avait fait appel aux troupes tchadiennes pour chasser les rebelles à l'époque. Il est donc temps que nos forces arrêtent l'évolution exponentielle de M23. Pas question de retrait, car nous devons montrer à la face du monde que nous sommes un pays fort. Ministre de l'Industrie, ancien gouverneur de la province du Nord Kivu pendant 12 ans, Julien Paluku, votre réaction? Ce qui me réjouit dans l'intervention de mon frère de Guémena, c'est que la dimension de la guerre qui se passe à l'Est a dépassé la dimension locale. Parce qu'à l'époque, comme je l'ai dit souvent, lorsqu'on arrivait à Kinshasa ou à l'Équateur ou dans les Kassai ou dans les Katanga, la guerre de l'Est, c'était une question des gens de l'Est. Maintenant, quand on voit et on sent une voix qui vient de Guémena, dans la province du Sud-Ubangi, qui interpelle le gouvernement à pouvoir faire en sorte que nous puissions nous équiper, nous puissions nous moderniser, nous puissions bouter l'ennemi dehors, ça fait ma joie que le problème de l'Est n'est plus celui des enfants de l'Est comme c'était la compréhension biaisée que certains voulaient distiller dans l'opinion. Et donc, l'intervention par rapport à la capacité financière, la capacité militaire, la capacité humaine de construire notre armée, je l'ai déjà dit, et je crois que le président de la République, lorsque vous le suivez, là, ce qu'il est en train de faire, ainsi que le gouvernement, on ne va pas donner ici tous les secrets qui se passent. Vous suivez régulièrement sur la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, les images sur Kitona, les images sur Kamina, la manière dont nous nous préparons en tant que gouvernement face à toute menace, aussi bien interne qu'externe. Ça peut prendre du temps, mais je sais que à un horizon très proche, la RDC va se présenter comme la véritable gâchette ici au cœur de l'Afrique. Et les États qui le savent sont en train de chercher à déstabiliser cette capacité de recomposition de l'autorité congolaise. Les États voisins savent que si la RDC s'organise avec une armée forte, eh bien, les rapports de force vont changer. C'est comme ça que les guerres intempestives sont ressuscitées à gauche, à droite, avec des mobiles comme FDLR, comme AN, pour seulement avoir un discours international, alors que l'objectif, c'est d'empêcher effectivement que nous puissions nous organiser. Mais je dois rassurer notre auditeur de Guémena
que le gouvernement dans lequel je suis membre est en train de se préparer à conséquence pour que plus jamais ce genre de guerres répétitives ne puissent distraire le gouvernement ou la population congolaise à cheminer vers la voie de la reconstruction pour donner la paix à sa population. Nous y sommes et je suis confiant qu'à un horizon proche, on ne parlera plus de guerre à l'Est, mais plutôt on parlera de construction de routes, de construction de centrales hydroélectriques, de construction des écoles, de construction des ponts et finalement de construction, comme je suis ministre de l'Industrie, des zones économiques spéciales pour créer la richesse, pour donner de l'emploi aux jeunes et finalement pour participer à l'émergence des continents où la zone de libre-échange continentale doit inciter chaque État à se préparer et à s'organiser. Merci Julien Paluku. Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Pour vous, cet auditeur de Bunia. Justin Calabria, depuis la ville de Bunia. Le retrait de M23 dans certains endroits était signe positif. Certes, nous craignons que ces terroristes fassent un pas en arrière pour distraire les peuples congolais et après, ils étudient comment récupérer la ville de Goma. Professeur Bob Kabamba, est-ce que justement ce que vous avez appelé un peu la tactique du M23 a-t-elle pour objectif notamment et entre autres déjà la ville de Goma? Alors, quand on lit de manière claire en sciences politiques, surtout par rapport à ce qu'on appelle tous les mouvements de guerre civile ainsi que des rébellions, il y a deux choses qui comptent toujours pour qu'une rébellion puisse continuer à exister et continuer à avancer. C'est d'abord de pouvoir avoir accès à des ressources qui vont lui permettre non seulement de pouvoir acheter de la logistique, mais aussi, quand je dis ressources, ce n'est pas uniquement l'argent, mais aussi les ressources, on va dire, en termes de munitions, en termes d'hommes qui doivent se battre, et aussi une dimension politique, de gestion. Alors, dans le contexte actuel, quand on regarde effectivement où en est le M23 aujourd'hui, le M23 n'a aucun intérêt à prendre Goma. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent prendre Goma que s'ils ont ce qu'on pourrait appeler un supplétif politique, c'est-à-dire avoir une dimension politique qui va aller au-delà des revendications que le M23 a actuellement. Or, ils n'en sont pas là, et comme ils n'en sont pas là, et donc ça reste encore au niveau rébellion, et sans cette dimension politique, et donc Goma ne sera pas un objectif militaire pour eux intéressant. Ça ne pourra devenir intéressant que lorsque ce mouvement va avoir cette dimension politique et va certainement recruter des politiciens qui vont aider justement un mouvement à pouvoir consolider, gérer et continuer son combat pour reprendre d'autres territoires, s'ils veulent prendre encore d'autres territoires, etc., comme ils l'ont dit dans certains communiqués qui ont été diffusés récemment. Merci, professeur Kabamba. Augustin Moueti, professeur des sciences politiques à l'Université de Goma et l'Université catholique Graben de Butembo. Pour vous aussi, cet auditeur Patrick de Kolwezi. Patrick Mbouli, Kazama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Je crois que le Congolais ne doit pas être distrait par rapport à l'évolution de la situation sur les lignes de front actuellement. Le déploiement de la force de l'EAC ou non, le gouvernement congolais doit multiplier la pression sur tous les fronts, car la solution à la crise qui secoue la partie orientale de notre pays ne viendra pas de l'extérieur. Et ce n'est un secret pour personne. Tous les groupes armés qui sèment le chaos dans l'Est ont des ramifications à tous les niveaux. Il faut un travail de fond à l'interne pour espérer une paix durable dans cette région. La superposition des stratégies sur le dossier de M23 augure un échec des opérations qui se pointent à l'horizon. Professeur Augustin Mouessi. Oui, je partage beaucoup d'affirmations de l'auditeur lorsqu'il dit qu'effectivement, il ne faudrait pas que le déploiement de la force régionale distrait le gouvernement congolais, puisque lorsqu'on regarde, effectivement, je suis d'accord, parce que lorsqu'on regarde la force régionale, on constate qu'elle fait face à un certain nombre de défis. Il y a le déploiement qui n'est pas très régulier, qui n'est pas très rapide, et aussi c'est poser la question de savoir s'ils ont aussi les moyens, ces éléments qui sont déployés. Mais aussi, la question fondamentale reste le mandat de cette force régionale. Lorsqu'on suit les communiqués tout le temps, il est question, ce n'est pas un mandat offensif.
Or, on a affaire justement à une rébellion qui est rusée, qui veut utiliser tout le temps la force. Et donc, ça montre qu'il faut rester effectivement prudent. Mais aussi, le gouvernement congolais doit-il continuer justement à se battre sur le terrain? Bon, je crois que là, c'est discutable, effectivement, parce que si le gouvernement accepte que la force se déploie et que le M23 doit se retirer, c'est là où on peut se poser la question de savoir à quel degré ou à quelle vitesse le gouvernement congolais devra-t-il continuer à se battre. Mais il est clair que si, effectivement, il est attaqué, et c'est ce à quoi on assiste, le gouvernement doit pouvoir riposter, et c'est ce qu'il est en train de faire. Et je suis aussi d'accord avec lui lorsqu'il dit que ce qui se passe a des ramifications internes et externes. Et de mon point de vue, je dirais que si on recourt au guide de la cartographie du conflit, on peut justement se poser la question de savoir, on peut remarquer qu'il y a, par rapport à l'histoire du conflit, mais aussi au contexte, c'est qu'il y a des acteurs primaires du conflit, des acteurs secondaires, mais aussi des acteurs tertiaires, et à chaque niveau, les acteurs ont leurs propres revendications. C'est ainsi qu'on peut se poser effectivement la question de savoir si dans les mécanismes de résolution de ces conflits armés, ceux-là qui sont mis à contribution essayent de tenir compte justement de cette catégorisation d'acteurs, mais aussi de la compréhension, l'analyse des véritables revendications de chaque type d'acteur. Merci, professeur Moueti. L'émission Dialogue entre Congolais de ce soir a éclairé sur la position actuelle des mouvements observés ces jours-ci du groupe armé M23. Professeur Moueti, professeur en sciences politiques à l'université de Goma et université catholique Graben de Butembo. Nous sommes en train de conclure cette émission. Selon vous, que deviendront toutes les démarches, quel que soit le nom que ça porte, aussi bien les visites de certaines autorités mondialement importantes en République démocratique du Congo, les processus Luanda, Nairobi et Addis Abeba qui ont déjà eu lieu, quel peut être leur sort, étant donné que apparemment pour le moment ça ne semble pas encore donner des fruits? Oui, je pense que malgré la faiblesse, il faut pouvoir les capitaliser parce que en matière de résolution des conflits, donc ils savent que la forêt qui a longtemps brûlé ne réapparaît pas en un laps de temps. Ça veut dire que il faut prendre la patience, essayer de conjuguer, d'harmoniser tout ce qui est en train de se faire, essayer de doter les éléments de l'EAC des moyens, mais également ne pas oublier que dans l'entretemps, l'armée congolaise doit pouvoir se organiser. Bob Kabamba, professeur à l'université de Liège en Belgique. Vous êtes également coordonnateur de la cellule d'appui politique en Afrique centrale et aux Caraïbes. En quelques mots et en guise de conclusion, que peut-on retenir de nos débats de ce soir? C'est assez simple de mon point de vue. Oui, il y a une accalmie sur le plan militaire, mais cette accalmie n'inaugure pas une période de paix, mais plutôt c'est une accalmie qui augure une nouvelle phase qui va commencer. Et cette nouvelle phase risque d'être beaucoup plus meurtrière que celle que nous avons déjà connue. Et les différentes forces qui sont présentes sur le terrain vont être des forces, comme on dit, des forces cosmétiques, pour reprendre l'expression de M. Paluku, qui est avec nous. Donc, ce sont des forces cosmétiques qui ne sauront rien faire et que la violence va redoubler d'intensité. Malheureusement, c'est la population civile qui va continuer à être toujours la victime. Merci, professeur Bob Kabamba. Monsieur le ministre Julien Paluku, ministre de l'Industrie, ancien gouverneur de la province du Nord Kivu. Pendant 12 ans, nous sommes en train de conclure cette émission. Pour vous, on voit notamment à travers cette actualité que les populations qui trouvent le moindre espace libéré par le groupe armé M23 s'y gouffrent et reviennent chez eux. Peut-être un mot à l'endroit de ces populations. Oui, tout ce que je sais, c'est que la population telle que vous les voyez veut la paix. Et la paix passe par la construction d'un système de défense solide. Mais la dimension qui a toujours manqué et qui fait que les guerres reviennent tous les jours, c'est la dimension judiciaire. Et pour cela, nous observons la Cour pénale internationale. De la même manière qu'elle a sorti un mandat contre les autorités russes
qui sème mort et désolation en Ukraine, on observe également cette même Cour pénale internationale pour les 10 millions de morts dont le Rwanda est auteur, pour voir si demain il y aura un mandat d'arrêt international contre les autorités rwandaises. Ça sera justice à la RDC et ça sera la fin de la circulation de criminels dans la région des Grands Lacs. Merci Julien Paluku, au professeur Bob Kabamba et à Augustin Mouetsi pour votre présence dans l'émission d'aujourd'hui. Pierre Diassi Noa et Guy Maté m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais de ce soir, c'est terminé. Merci de votre attention. Au revoir.